Très bien, les amis, bon lundi. Et je ne sais pas si je pourrais un jour pardonner à Trump de me forcer à faire ce que je m'apprête à faire, l'impensable. Je vais devoir défendre Barack Obama. Je n'arrive pas à y croire. C'est à quel point les répercussions sont graves en ce moment à propos de Jeffrey Epstein. Ça ne s'arrête pas. Et Trump semble toucher le fond en matière de communication sur ce sujet en particulier. Et je regarde en arrière et je veux le Trump Cafifi, le Trump Caféfé de retour. Ce gars-là semble avoir disparu. Aussi, les gars, je m'inquiète un peu pour la vie de Tucker Carlson et je vais vous dire pourquoi. Bienvenue à nouveau sur Candace. Par où commencer? D'accord? Je pense qu'on devrait d'abord commencer par un montage qui a en fait été réalisé par Breakthrough News. C'est bien de faire cela, juste pour nous rappeler que nous ne devenons pas fous à propos du sujet Epstein. Écoutez un peu. Comment se fait-il que mon père puisse être condamné pour 34 crimes, mais que personne sur la liste d'Epstein n'ait même été révélé au grand jour? J'essaie de comprendre comment c'est possible, non? C'est presque comme s'ils essayaient de protéger ces pédophiles pour une raison quelconque. Je n'arrive pas à imaginer pourquoi, n'est-ce pas? Pourquoi le FBI protège-t-il le plus grand pédéraste, le pédéraste à la plus grande échelle de l'histoire humaine? C'est simple parce que c'est sur la liste. Tout le monde en politique a un vice bien pire que l'alcoolisme. C'est comme ça que je le vois. Mais nous... Divulguons la liste. Sérieusement, il faut qu'on publie la liste Epstein. C'est important, vraiment. Le ministère de la Justice pourrait publier la liste des clients de Jeffrey Epstein. Est-ce que cela va vraiment arriver? C'est sur mon bureau en ce moment, prête à être examinée. C'est une directive du président Trump. Dans ce cas, dans l'affaire Epstein, c'est incroyablement troublant. Nous avons les registres de vol. Nous avons des informations, des noms qui vont sortir. Je ne laisserai jamais tomber cette histoire à cause de ce que j'ai entendu d'une source à propos de Bill Clinton dans un avion avec Jeffrey Epstein. Je ne lâcherai jamais, jamais. Tu parles encore de Jeffrey Epstein? On parle de ce type depuis des années. Tu demandes, on a le Texas, on a ceci, on a tout ça. Et les gens parlent encore de ce type, de ce pervers. C'est incroyable. Toutes ces personnes sont au pouvoir maintenant. Toutes ces personnes pourraient certainement publier la soi-disant liste. Est-ce vraiment une liste? Est-ce un réseau de contacts? Est-ce des enregistrements vidéo de personnes ayant commis des crimes contre des enfants? On ne sait pas. Et on ne le saura peut-être jamais. Ce qui pousse certaines personnes à se demander, est-ce que Trump figure réellement dans les dossiers Epstein? Et personnellement, mon avis là-dessus, c'est non. Mais quel est ton avis? Parce que je n'arrive pas à réconcilier ce Donald Trump avec le Trump qu'on voit en ce moment. Le Trump qui manipule l'opinion publique en ce moment. Le Trump pour qui j'ai voté à plusieurs élections. Le scandale Epstein est clairement un cancer en phase terminale pour le mouvement MAGA de Trump. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai d'ailleurs dit à mon mari cette semaine, alors qu'on en parlait, que pour que Trump s'en sorte, c'est à quel point la situation est grave pour qu'il arrive vraiment à faire oublier ça à la base MAGA, à potentiellement tourner la page sur Jeffrey Epstein. Il faudrait qu'il annonce carrément l'abolition de l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Et là, on serait extrêmement heureux. Tout le monde serait très content. Et ensuite, on dirait, en fait, merci Trump, mais on se souvient toujours du scandale Epstein et on n'aura pas de liste. C'est à quel point c'est grave. Il n'y a vraiment aucun moyen de faire oublier ce scandale Epstein à qui que ce soit. C'est une énorme bourde. Et je veux être très clair, l'équipe de Trump le sait. Tout ce qu'ils font en ce moment montre qu'ils sont en panique, en pleine panique. Et quand je parle de l'équipe de Trump, je veux en quelque sorte dire les sionistes qui gravitent autour de Trump et qui en fait dirigent tout en coulisses. Revenons un peu en arrière, parce que au cas où vous l'auriez manqué ce week-end, la première chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu une confirmation que les images, rappelez-vous, il s'agit censément des images brutes de la cellule de Jeffrey Epstein. C'est tellement transparent. Vous pouvez regarder ces images vous-même. Nous mettons à votre disposition 10 heures d'images brutes à explorer. Il s'avère en réalité que les images ont été modifiées. Voici l'histoire qui a éclaté et fait le buzz ce week-end. Le titre vient de Wired et il nous indique que les métadonnées montrent que la soi-disant vidéo brute de la prison de Jeffrey Epstein fournie par le FBI a probablement été modifiée.
Nous avons déjà expliqué ce que sont les métadonnées pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers. En fonction de vos connaissances en informatique, mais nous avons examiné cela, l'affaire Justine Baldoni, vous pouvez en quelque sorte voir quand certains fichiers ont été téléchargés, en apprendre davantage sur le cheminement de ces fichiers. Et ils ont examiné les métadonnées intégrées à la vidéo chez Wired, ils ont analysé cela. Et leurs experts en criminalistique ont conclu qu'au lieu d'être une exportation directe, ce qui serait nécessaire pour qu'il s'agisse d'images brutes provenant du système de surveillance de la prison, la séquence avait été modifiée. En gros, il leur a semblé que la vidéo avait été importée dans Adobe Premiere Pro et que les fichiers avaient ensuite été assemblés à partir d'au moins 2 extraits différents. Ensuite, elle a été enregistrée plusieurs fois, puis exportée, puis téléchargée sur le site du ministère de la Justice, où elle a été présentée comme si elle n'avait jamais été modifiée. Maintenant, les experts disent qu'il n'est pas exactement clair ce qui a été modifié, ni pourquoi cela l'a été. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une tromperie avérée, d'une manipulation trompeuse, mais cela soulève clairement des questions dont la principale est « Pourquoi mentent-ils » Pourquoi mentent-ils? Pourquoi qualifier cela d'image brute? Si vous savez que cela a été importé dans un logiciel, peut-être qu'ils ont simplement assemblé 2 extraits. Mais pourquoi avoir assemblé ces 2 extraits? Encore une fois, ils disent, Wired, que l'absence d'explication claire sur ce qu'ils ont utilisé pour traiter le fichier complique la tâche du DOJ. Le récit. Et il y a beaucoup de signaux d'alerte qui continuent de s'accumuler ici, n'est-ce pas? Si vous faites attention, tout d'abord, les images de la prison qu'ils ont publiées, si vraiment ils voulaient être transparents, encore une fois, pardonnez-moi d'utiliser mon bon sens, mais ils voulaient être transparents. N'aurions-nous pas dû voir dans ces images des gardiens de prison ou des agents pénitentiaires courir vers sa cellule dès qu'ils ont reçu l'appel et qu'ils se sont rendus compte que quelqu'un s'était suicidé? Il me semble que cela aurait été judicieux de leur part de diffuser des images montrant un groupe de personnes courant de façon chaotique vers la cellule. Parce que vous pourriez dire, oh, eh bien, il ne voulait pas montrer des images de lui en train d'être sorti de la cellule parce que, vous savez, ces images sont vraiment difficiles à regarder. C'est une personne morte. C'est vraiment trop. Permettez-moi de vous rappeler qu'ils nous ont déjà montré Jeffrey Epstein mort. 60 Minutes a fait tout un reportage spécial là-dessus et ils ont montré celui qu'ils prétendent être Jeffrey Epstein pour mettre fin aux théories du complot du public. C'est lui, ensanglanté, couvert d'échymoses. Voici le nœud coulant qui était autour de son cou. 60 Minutes l'a déjà fait. Alors pourquoi le DOJ ne nous a-t-il pas montré un peu plus d'images? À la place, ce que nous avons eu, ce qu'ils ont présenté au public, c'était des images qui commencent à 19h40, heure de l'Est, la veille de son suicide, le 9 août, et qui durent jusqu'à 6h40 du matin, le 10. Pourquoi? Pourquoi ont-ils choisi cette fenêtre de 10 heures? Nous n'avons toujours pas eu d'explication claire sur la raison pour laquelle il manque 1 minute d'enregistrement, d'ailleurs. Rappelez-vous, Pam Bondi nous a dit quelque chose de ridicule. Cela n'avait aucun sens. Honnêtement, c'était, eh bien, vous savez, parfois chaque nuit, ils enlèvent 1 minute et ils font ça depuis longtemps. Et je cherche à comprendre pourquoi c'est le cas, mais nous y reviendrons. C'était une réponse à la Jen Psaki. D'accord, donc cela amène à la question plus large ici, qui est Jeffrey Epstein s'est-il vraiment suicidé? Ou a-t-il réussi à s'évader? Ou bien quelqu'un est-il entré dans sa cellule pour le tuer? Ce sont vraiment les 3 seules options dont dispose le public. Et vu toutes les maladresses qui se produisent ici autour de l'affaire Epstein, je pense que nous avons le droit de réexaminer ces questions et d'essayer d'obtenir des réponses. D'accord. Il faut qu'on reprenne depuis le début pour que vous puissiez vraiment comprendre à quel point tout ce qu'il nous raconte est complètement absurde. Et vous avez probablement besoin qu'on vous rappelle ce qui s'est réellement passé le jour où Jeffrey Epstein s'est suicidé. Également, même les quelques semaines précédentes, lorsqu'il a effectivement été placé en détention. D'accord. Revenons donc à 2019. D'accord. Quelques semaines avant sa mort mystérieuse, le 6 juillet 2019, Jeffrey Epstein est arrêté pour des accusations fédérales liées au trafic sexuel. D'accord. Il a été placé en détention. Son avion atterrit à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, et il revient de Paris, rien que ça. Ne me lancez même pas sur le sujet. Ne nous emballons pas trop vite. Nous vous proposerons cette série sur Epstein à Paris avec Xavier Poussard. Mais il revient, il atterrit et il l'arrête à l'aéroport de Teterboro.
Et après son arrestation, il l'assigne immédiatement à l'unité spéciale de détention. Et la raison qu'il donne au public, c'est que, voyez-vous, il s'agit d'une arrestation très médiatisée. C'est Jeffrey Epstein. Nous voulons nous assurer qu'il soit en sécurité. Donc, il va dans une unité spéciale de détention. Et d'ailleurs, sachant ce que l'on sait de sa précédente arrestation et des conditions spéciales de détention dans ce bureau du shérif à Miami, je me dis maintenant qu'il s'attend peut-être à être placé à l'écart des autres détenus. Quelque chose qui m'a toujours frappé chez Jeffrey Epstein et qui me met vraiment mal à l'aise, c'est à quel point il était toujours sûr de lui. Ce rictus qu'il avait toujours sur le visage. On a vu ce rictus quand il était enseignant. On voit encore ce rictus. C'est comme si Jeffrey Epstein savait d'une certaine manière qu'il ne serait jamais vraiment tenu pour responsable. Peu importe les photos que l'on voit de Jeffrey Epstein, il a l'air plutôt heureux. Il n'a pas vraiment peur du système judiciaire. Il n'a pas peur d'avoir des ennuis. Alors, quand on avance rapidement jusqu'au matin où il se serait suicidé, c'était le 10 août, encore une fois, seulement quelques semaines après son arrestation, compte tenu de tout ce que l'on sait sur la puissance de Jeffrey Epstein, sur ce qu'il était, sur la puissance de ses relations, il connaît tout le monde, n'est-ce pas? D'ailleurs, Jeffrey Epstein est originaire de New York, il a grandi là-bas, n'est-ce pas? Tout le monde, des cadres de la finance aux politiciens, connaît Jeffrey Epstein. La conclusion ici est déjà assez étrange. C'est assez étrange que l'on sache qu'il va se suicider seulement quelques semaines après son arrestation, parce que si vous êtes Jeffrey Epstein et que vous connaissez tout le monde, à tel point qu'en 2007, vous vous en êtes pratiquement sorti pour trafic sexuel, n'est-ce pas? Et cette fois, en 2009, ce dont il est accusé est moins grave. Il est de nouveau accusé de trafic sexuel de mineurs, de complot en vue de commettre un trafic sexuel de ces mineurs entre 2002 et 2025. Mais pour lui, il venait tout juste d'échapper à des accusations grâce à un faux accord de plaidoyer où il avait pu s'installer dans un bureau du shérif spécialement aménagé pour lui. On installait des télévisions pour lui. Il avait droit à une sortie pour le travail 12 heures par jour. Il était tellement puissant. Il faisait porter des costumes aux officiers qui l'accompagnaient hors du campus jusqu'à son bureau, n'est-ce pas? Et ils accueillaient les personnes qui venaient te rencontrer. Et ensuite, tu leur as fait faire disparaître la liste des personnes qui venaient te voir. Ce n'est pas une prison, c'est du cinéma, d'accord? On le sait. Donc, si tu es Jeffrey Epstein et que c'est ce qui s'est passé la dernière fois que tu es allé en prison, vraiment allé en prison, tu ne tenterais pas ta chance en te disant que tu vas peut-être t'en sortir cette fois encore? Au minimum, même si tu ne t'en sortais pas, tu te dirais « Bon, tu sais, la prison pour trafic sexuel, ce n'est vraiment pas si terrible. » C'est génial. C'est moi qui menais la danse. Ça n'a aucun sens qu'il soit le roi de New York. Il est le roi de la Floride. Il a tout le monde sur son répertoire. Et pourtant, on sait qu'il va se suicider quelques semaines après son arrestation. On est aussi censé croire que personne ne l'a prévenu qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui à New York. Je n'y crois pas. Bref, on nous dit que la version officielle, c'est que quelques semaines plus tard, il était dans sa cellule et s'est dit « Je ne peux pas tenir quelques semaines de plus. Je ne pouvais tout simplement pas faire ça. J'ai accompli tant de choses dans la vie. Je connais tout le monde. Je suis incroyablement riche. Je suis reconnu internationalement, protégé par l'État d'Israël. Mais je ne peux pas faire quelques semaines en prison. » Et voici la chronologie de ce qu'on nous dit s'être passé le 10 août. D'accord. À 6h33 du matin. Et j'ai fait ça pour vous. Donc, excusez-moi s'il y a des fautes de frappe. Je l'ai fait juste ce matin. Mais à 6h33 du matin, le 10 août, une alarme s'est déclenchée dans cette unité spéciale de détention parce que Jeffrey Epstein a été découvert pendu avec un nœud fait à partir de draps. À ce moment-là, on nous dit qu'un appel a été passé au premier secours. Et le centre correctionnel les agents ont tenté de le réanimer. C'est selon le FDNY. Ensuite, nous apprenons qu'à 7h10 du matin, l'ambulance l'emmène à l'hôpital le plus proche. D'accord. À 7h24 du matin, un photojournaliste nommé William Farrington, qui travaille pour le New York Post, crée un fichier. Les métadonnées sont devenues disponibles pour les 2 premières photos de Jeffrey Epstein transportées à l'hôpital où il sera déclaré mort seulement 12 minutes plus tard.
Donc, je veux juste que vous compreniez la chance qu'a eu ce gars du New York Post. Maintenant, l'équipe et moi, nous débattons de cela. Moi, j'ai vécu à New York. On n'est pas juste un photojournaliste qui attend dehors pour voir qui entre dans un hôpital. OK, clairement. Quelqu'un t'a prévenu, mais il aurait fallu que quelqu'un te dise que c'était Jeffrey Epstein pour que tu te déplaces, parce que si quelqu'un t'appelle en disant « Ouais, un gars de la prison est transporté à l'hôpital », tu te dirais « Ouais, c'est New York ». Et alors, tu sais, là, c'est un gros scoop. Et tu veux me faire croire que, où que tu sois à New York à 7 heures du matin, tu traverses la ville en courant, ce William Farrington, et tu obtiens la photo. Et il se trouve que tu travailles pour le New York Post, qui est toute une opération israélienne. Ne me lance pas là-dessus. Le New York Post, celui qui a fait genre de Candace Owens, l'antisémite de l'année, le New York Post qui a littéralement des soldats de l'IDF qui écrivent pour eux. Oui, ce New York Post-là, leur photojournaliste, William Farrington, se trouve justement au bon endroit, au bon moment, a été prévenu et a traversé la ville. Peut-être qu'il habitait à côté. Beaucoup de choses auraient dû se passer parfaitement pour que William Farrington puisse prendre cette photo. Donc, il prend cette photo, la télécharge dans la base de données du New York Post, quelle qu'elle soit, et remettons cette chronologie à l'écran. Donc, c'est à 7h24 qu'il fait ça. Et puis, à 7h36, seulement 12 minutes plus tard, Jeffrey Epstein est déclaré mort par le médecin des urgences. Et d'ailleurs, regardons ces photos qu'il a prises. Voici les 2 photos qu'il a prises. Donc, vous voyez qu'il a cette photo et, selon les métadonnées, les photos ont été prises à 8 minutes d'intervalle. Voilà une photo. Je me suis trompée à 8 secondes d'intervalle. Donc, il y a cette photo, puis une autre photo. Donc, cette personne qui semble insuffler de l'air dans les poumons de Jeffrey Epstein est sur une photo, et 8 secondes plus tard ou 8 secondes avant, il n'est soudainement plus sur l'autre photo. Bon, peu importe. Nous n'avons pas besoin d'être des théoriciens du complot. Le New York Post était là pour prendre ces photos et ils vont être les premiers à nous les montrer. Ils ne seront pas les premiers à annoncer que Jeffrey Epstein est mort. Donc, c'est étrange. Le New York Post est sur place pour prendre cette photo, mais ce ne sera pas le premier média à annoncer la mort de Jeffrey Epstein. Alors peut-être que ce photojournaliste, non seulement il a eu la chance de prendre ces photos, mais en plus il ne savait même pas ce qu'il avait. Il les télécharge au New York Post et il se dit « Je ne sais pas, je suis juste là dehors à prendre des photos de gens qui entrent à l'hôpital, ce qui arrive à chaque seconde de la journée. Mais je suis là et ça pourrait être important. » Bref, le premier reportage, en fait, à 8h16, chose encore plus étrange, un mystérieux poste apparaît sur 4chan et quelqu'un annonce sur 4chan que Jeffrey Epstein est mort à 8h16. Bien sûr, nous n'avons jamais eu de réponse quant à l'identité de cette personne. D'ailleurs, on apprend cette année qu'Israël contrôle beaucoup des publications qui apparaissent sur 4chan. On peut laisser ça de côté, nous n'avons pas besoin d'être des théoriciens du complot. Partons des faits. Ce message sur 4chan a été publié à 8h16. Puis, à 8h54, le premier reportage est diffusé par ABC, présenté par un journaliste nommé Aaron Katurski. Et il est le premier à tweeter que Jeffrey Epstein est mort. Des sources ont indiqué à ABC qu'Epstein s'était suicidé. Au MCC Manhattan, il y a 2 ou 3 choses étranges à ce sujet. Tout d'abord, Aaron Katurski a beaucoup de chance. C'est un de ces journalistes qu'on trouve toujours quand il se passe quelque chose. Il fut également l'un des premiers à apprendre la mort de Michael Jackson. Peu importe. Quel vénère. Je suis sûre qu'il était là quand, vous savez, Pearl Harbor a été attaqué, lorsque les tours du 11 septembre se sont effondrées. Il était probablement présent le jour où JFK a été assassiné. Qui sait? Tout ce que l'on sait, c'est que c'est lui la première personne à avoir tweeté cela. Jeffrey Epstein est mort et s'est suicidé. Ce qui est encore plus étrange avec ce type, c'est qu'il travaille pour ABC News. Pourquoi? Parce que ABC News a tristement enterré l'affaire Jeffrey Epstein. Il l'avait depuis des années, concernant le trafic sexuel, concernant les filles. Et depuis le sommet, la journaliste qui était plus bas dans la hiérarchie, à savoir Amy Robach d'ABC News, a reçu l'ordre d'enterrer l'affaire. Comment le savons-nous? Parce qu'elle a été prise sur un micro ouvert en train de dire que les dirigeants d'ABC, ainsi que la famille royale, sont intervenus et lui ont ordonné d'abandonner l'histoire. Voici Amy Robach, prise sur le vif par un micro ouvert, exprimant sa frustration sur le fait qu'elle était au courant pour Epstein, mais qu'on lui avait interdit d'en parler. Écoutez bien.
J'ai cette histoire depuis 3 ans. J'ai eu cette interview avec Virginia Roberts. Nous n'avons pas voulu la diffuser. D'abord, on m'a dit « Qui est Jeffrey Epstein ?» Personne ne sait qui c'est. C'est une histoire stupide. Ensuite, le palais a découvert que nous avions toutes ces accusations contre le prince Andrew et nous a menacés de 1000 façons différentes. C'était incroyable ce que nous avions. Clinton et nous avions tout. Elle est allée sur le terrain et a obtenu cette histoire. Elle a interviewé Virginia, qui, comme nous le savons, a porté les accusations contre le prince Andrew. Elle dit qu'elle savait cela depuis 3 ans. Ils lui sont tombés dessus, dirigeant d'ABC News, sous pression du palais. « Tu ne diffuseras pas cette histoire. » Ils ont été choqués. Personne ne sait qui il est. Et ensuite, ils ont dit « Non, tu ne diffuseras pas cette histoire. » Et c'était fini. Mais maintenant, ABC News, mystérieusement, est le premier à en parler. Pas le New York Post. Et encore une fois, c'est William Farrington du New York Post qui a pris ces photos. On pourrait penser qu'il gagnerait peut-être le prix du photojournaliste de l'année. Je crois qu'il y a un prix Pulitzer pour ça ou quelque chose du genre. Mais de façon mystérieuse, William Farrington ne veut pas parler de la façon dont il s'est retrouvé là ce jour-là et a pris ces photos. En fait, il ne veut absolument aucun crédit. Il est pratiquement impossible de trouver quoi que ce soit sur William Farrington sur Internet. Vous devriez essayer. Vous devriez essayer parce qu'apparemment, il a plusieurs noms. Peut-être que c'est Roger Farrington. Je peux le trouver. Il y a aussi, genre, une photo de lui à une parade de la journée d'Israël. Je ne plaisante pas. Je n'invente rien. C'est à New York. Quelqu'un l'a surpris en train de prendre une photo. Mais ce type a une longue carrière. Il travaille pour le New York Post. Il prend cette photo et ne veut plus en parler. D'accord, William Farrington, peu importe. Plus tard, le jour de son prétendu suicide, William Barr, qui était alors le procureur général des États-Unis, est celui qui sort et fait une déclaration. Je dois préciser qu'il est le procureur général sous le président Donald Trump. Nous sommes en 2019. L'administration Trump est donc au pouvoir. William Barr est le procureur général. Et je dirais que sa déclaration sur Jeffrey Epstein, sachant ce que nous savons maintenant sur son père, Donald Barr, celui qui a littéralement écrit le livre sur Jeffrey Epstein, vous vous souvenez? Relations spatiales. Ouais. Par Donald Barr, l'histoire d'un pays de covoitureurs qui a tellement de pouvoir, un pouvoir stupide, et qui se livre au trafic d'êtres humains, au trafic sexuel, et puis Donald Barr, qui se trouve être une enseignante écrivant ses étranges fantasmes sur des enfants et des réseaux de trafic sexuel d'adultes au sein de l'école. Il dirige une école pour adultes, et puis il sort Epstein de l'anonymat. Oui, Donny Barr, papa Donny Barr. C'est William Barr qui fait cette déclaration. Il déclare que le jour du suicide, j'ai été consterné d'apprendre que Jeffrey Epstein avait été retrouvé mort tôt ce matin, apparemment par suicide, alors qu'il était en détention fédérale. La mort d'Epstein soulève de sérieuses questions qui doivent trouver des réponses. En plus de l'enquête du FBI, j'ai consulté l'inspecteur général qui ouvre une enquête sur les circonstances de la mort de la mort d'Epstein. Bref, je vais vous raconter comment ça se termine. Donny Barr intervient et déclare « Oui, il s'agissait simplement d'un concours de circonstances malheureux ce jour-là, et c'est pour ça qu'il est mort. Et il n'y a rien de louche. Il n'y a rien de louche. Ce jour-là, tout le monde a simplement fait ce qu'il ne fallait pas. Et d'autres personnes ont eu une chance incroyable ce jour-là, comme notre photojournaliste et Aaron. Et voilà, c'est tout. Affaire classée. Ouais, donc vous pouvez comprendre pourquoi, surtout vu la façon dont l'administration Trump réagit en ce moment et les excuses complètement ridicules qu'on nous donne pour justifier qu'ils ferment tout et nous manipulent. Vous pouvez comprendre pourquoi le public n'avale pas l'histoire. Et il commence à revenir sur l'affaire et à se demander « Où est Jeffrey Epstein? Est-il vivant? Est-il mort? A-t-il été assassiné? S'est-il vraiment suicidé? Est-ce que je fais vraiment confiance au fils de Donny Barr pour me dire qu'il s'est suicidé? » Et il y a de la panique. Il y a de la panique du côté de l'administration Trump en ce moment. Ils ne savent pas dans quelle direction courir. D'abord, ils ont essayé ce week-end l'opération Blâmer Pam Bondi. Ils allaient tout simplement la désigner comme bouc émissaire. Et je vais vous dire ce qu'ils ont fait ici. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ridicule. Vous allez me dire que tout le monde va maintenant se retourner contre Pam Bondi et faire semblant que tout est de sa faute? Ce n'est pas comme si on voyait l'État profond lui dicter exactement ce qu'elle doit dire. Elle a l'air mal à l'aise quand elle le dit.
Tout le monde se dit « on va la désigner comme bouc émissaire ». Ils voulaient tester ça parce que le public ne nous lâche pas. Alors, ils ont laissé filtrer quelques fuites parfaitement orchestrées. Vous savez, pour tâter le terrain, pour s'assurer que ça passe. Du genre « et si on se débarrassait de Pam Bondi? Est-ce que ça calmerait le public? Est-ce que ça calmerait la base MAGA? » Ils étaient choqués. « Oh mon Dieu, Trump est le roi des MAGA. Pourquoi les gens sont outrés? Même Trump ne les calme pas. Que faire? On va leur faire croire qu'on gère la situation si on vire simplement Pam Bondi. » C'est Laura Loomer qui décroche le scoop là-dessus, non? Donc Laura Loomer tweet, tu peux vérifier ça. Elle a dit « Scoop, le directeur du FBI cache. » Et Dan Bongino sont furieux contre Pam Bondi à cause de sa note du DOJ et du manque de transparence de son bureau concernant les dossiers Jeffrey Epstein. Une source m'a dit que Dan Bongino prend un jour de congé de son poste de directeur adjoint du FBI et il y a maintenant des spéculations sur le fait qu'il reviendra ou non à son poste au FBI, étant donné son dégoût face au manque de transparence de Bondi et à sa gestion des dossiers Epstein. Pam Bondi a totalement embarrassé le président Trump, J.D. Vance, Dan Bongino et Kash Patel. Elle a également menti au peuple américain. On m'a dit que Kash et Bongino sont furieux contre Bondi et le contre-coup qu'elle leur a causé par son manque de transparence. Kash Patel et Dan Bongino devraient demander publiquement la démission de Bondi aujourd'hui pour se protéger eux-mêmes et aussi pour exiger une transparence totale sur les dossiers Epstein. C'est un sujet qui tient profondément à cœur au peuple américain. Alors, elle obtient un scoop là-dessus, puis Megyn Kelly en obtient un aussi. The Daily Wire obtient également un scoop à ce sujet. Et il est intéressant de noter que ce scoop provient de personnes et de publications résolument pro-Israël. Alors, qu'est-ce que cela vous dit que quelqu'un de l'intérieur teste le terrain pour voir s'ils peuvent calmer les gens? S'ils acceptent de se débarrasser de Pam Bondi? Et les gens voient clair dans ce jeu? Les gens comprennent bien que c'est évidemment ridicule. L'idée que vous allez virer Pam Bondi et que tout le monde va simplement se détendre et accepter la situation. Non, nous comprenons bien que nous sommes face à une dissimulation. Ce qui se passe ensuite est encore plus étrange. Trump va sur les réseaux sociaux, sur Truth Social. Je veux que ce soit bien clair pour vous, c'est la première fois que Donald Trump se fait réellement un ratio sur Truth Social, sa propre plateforme, par l'un de ses posts. Il publie donc quelque chose qui indigne tellement sa base que même sur sa propre plateforme, il ne peut pas contrôler la réaction négative que cela suscite. Voici ce qu'il a écrit à propos de Pam Bondi et Jeffrey Epstein. C'est étrange, et pas dans le bon sens du terme. Il a écrit « Que se passe-t-il avec mes gars, et dans certains cas, mes filles ?» Ils s'en prennent tous à la procureure générale Pam Bondi, qui fait un travail fantastique. Nous sommes dans la même équipe, MAGA, et je n'aime pas ce qui se passe. Nous avons une administration parfaite dont tout le monde parle et des gens égoïstes, encore une fois, c'est entre guillemets, essayer de tout gâcher à cause d'un type qui ne meurt jamais, Jeffrey Epstein. Je suis d'accord. Peut-être qu'il ne meurt jamais. Depuis des années, c'est Epstein encore et encore. Pourquoi donnons-nous de la publicité à des dossiers écrits par Obama, Crooked Hillary, Comey, Brennan et les perdants et criminels de l'administration Biden qui ont trompé le monde avec l'arnaque Russie, Russie, Russie? 51 agents du renseignement, l'ordinateur portable de l'enfer et bien plus encore. Ils ont créé les dossiers Epstein, tout comme ils ont créé le faux dossier Hillary Clinton, Christopher Steele qu'ils ont utilisé contre moi. Et maintenant, mes soi-disant amis tombent en plein dans leur piège. Pourquoi ces fous radicaux de gauche n'ont-ils pas publié les dossiers Epstein? S'il y avait quoi que ce soit là-dedans qui aurait pu nuire au mouvement MAGA, pourquoi ne l'ont-ils pas utilisé? Ils n'ont même pas publié les dossiers JFK ou Martin Luther King Jr. Peu importe notre succès à sécuriser la frontière, expulser les criminels, redresser l'économie, assurer la domination énergétique, garantir un monde plus sûr sans armes nucléaires pour l'Iran. Pour certaines personnes, ce n'est jamais assez. Nous sommes sur le point d'accomplir en 6 mois plus que n'importe quelle autre administration en plus de 100 ans. Et il nous reste encore tant à faire. Nous sommes en train de sauver notre pays et de rendre à l'Amérique sa grandeur, ce qui continuera d'être notre priorité absolue. La gauche est en train d'imploser. Kash Patel et le FBI doivent se concentrer sur l'enquête sur la fraude électorale, la corruption politique, Act Blue, l'élection truquée et volée de 2020 et l'arrestation de voyous et de criminels, au lieu de passer mois après mois à ne regarder que les mêmes vieux documents inspirés par l'extrême gauche sur Jeffrey Epstein. Laissez Pam Bondi faire son travail.
Elle est formidable. L'élection de 2020 a été truquée et volée, et ils ont essayé de faire la même chose en 2024. C'est ce qu'elle examine en tant que procureur général et bien plus encore. Il y a 1 an, notre pays était mort. Maintenant, c'est, entre guillemets, le pays le plus en vogue au monde. Gardons-le ainsi et ne perdons pas de temps ni d'énergie sur Jeffrey Epstein, quelqu'un dont personne ne se soucie. Merci de votre attention à ce sujet. Donc pour moi, il se passe beaucoup de choses là-dedans. La première chose que je dirais, c'est que ça ne ressemble même pas à Trump. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est décousu, ça part dans tous les sens. L'autre chose, c'est qu'on dirait que si tu mettais dans un prompt ChatGPT, fais comme si Donald Trump tweetait quelque chose sur Jeffrey Epstein, n'a rien fait. C'est ce que ça donnerait. Ça te recracherait exactement ça. Ça semble automatisé. On dirait de l'intelligence artificielle, comme si elle essayait de faire semblant d'être Trump et disait tellement de choses que tu espères juste embrouiller les gens par amalgame, comme essayer de dire que l'affaire Epstein, c'est comme Russiagate, ce qui était ridicule mois après mois. Pendant des années, ils ont dit que la Russie avait collaboré avec Trump. Ils ont inventé des trucs dans l'histoire du dossier, tout ça. Oui, tout ça, c'était terrible. Et la base était de ton côté parce qu'avec le temps, tout cela s'est avéré faux. Donc oui, ça nous a énervés. Jeffrey Epstein est littéralement coupable de trafic sexuel. Jeffrey Epstein a littéralement été reconnu coupable des actes qu'il commettait sur des enfants. L'une de ces choses n'est pas comme les autres, d'accord? L'une de ces choses ne l'est définitivement pas, comme les autres. L'ordinateur portable de Hunter Biden. Oh oui, il a raison. Tu sais qui était comme ça? Oui, quand les photos sont sorties et malgré des preuves accablantes, les médias traditionnels ont dit qu'il n'y avait rien à voir avec l'ordinateur portable de Hunter Biden. Et maintenant, ils l'admettent. Mais tu sais qui a fait toutes ces choses, Trump? C'est l'État profond qui a fait ça. Les États ont protégé Biden. Ils ont protégé la famille Biden et ils ont utilisé les médias pour ça. C'est exactement dans la même veine, en fait, que ce qui se passe en ce moment où l'État se mobilise pour protéger Jeffrey Epstein, pour protéger ses contacts, pour protéger son réseau. Nous savons qu'il avait installé des caméras lorsqu'il recevait tous ces individus, ces personnes puissantes et ces politiciens influents qui faisaient la fête avec lui. Nous le savons, d'accord? Jeffrey Epstein a obtenu l'accord de sa vie en 2007. Alan Dershowitz, rien de moins qu'Alan Dershowitz avec qui vous avez choisi de travailler sur la clémence. D'accord, Donald Barr, que vous avez choisi comme procureur général, est venu dire qu'il n'y avait rien à voir ici, Jeffrey Epstein. Vous voyez, nous ne disons pas que vous êtes coupable, mais en ce moment, vous êtes coupable de manipuler l'opinion publique. Nous ne disons pas que vous figurez dans les dossiers. Et encore une fois, je tiens à souligner que je ne le crois certainement pas. Mais il est très clair que vous ne tenez pas les rênes dans le fiasco Jeffrey Epstein. Et vous êtes essentiellement utilisé pour essayer de contrôler la réaction du public au fait que ces dossiers ne soient pas rendus publics. Qui est filmé s'il y a quelqu'un avec des enfants? Et je pense que oui, je ne crois pas que toutes ces boîtes, comme vous le dites maintenant, étaient simplement lui en train de télécharger, comme l'a dit Pam Bondi, des images horribles d'enfants. Et il voulait télécharger dans toutes ces boîtes. Je n'y crois pas. Je n'achète pas cette version. D'accord. Et encore une fois, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on dirait que vous pensez que votre base est stupide. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que Trump pense que sa base est stupide ou, encore une fois, parce que je ne pense pas que ce soit lui qui envoie ces messages, les gens autour de lui pensent certainement que Trump est stupide. Et cela ne devrait pas vous surprendre, étant donné que toutes ces personnes étaient des Never Trump. Ils étaient contre Trump depuis le début. Trump est entouré de gens qui le détestent et qui ont infiltré sa base. Et ils pensent, comme ils l'ont toujours pensé, que Trump était trop stupide pour être président et que sa base est trop stupide pour voir à travers les mensonges qu'il raconte en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle est la dernière chose qu'ils vont faire avec l'affaire Epstein pendant qu'on y réagit? Opération. Donnez-leur plus de guerre. Ouais, la guerre comme diversion. Peu importe, on ne peut pas parler d'Epstein parce que, les gars, devinez? Regardez ce titre. Trump va annoncer un plan agressif d'armement pour l'Ukraine. Ouais, il l'a déjà indiqué lors de cette même conférence de presse qu'il va simplement y avoir plus d'armes envoyées. En Ukraine, ils vont attaquer la Russie. On va juste devoir avoir une guerre mondiale et un autre reset, j'imagine. Est-ce que vous pouvez arrêter de parler de Jeffrey Epstein?
Et je vous le dis, je serai la toute dernière personne à arrêter de parler de Jeffrey Epstein. Je vais faire toute sa généalogie dans les deux sens, y compris celle de tous ceux qui l'entourent, leur généalogie aussi, avant qu'on lâche l'affaire. Parce que quand il s'agit des enfants, je vous le dis, la gauche comme la droite, il faut absolument qu'on s'unisse là-dessus et qu'on ne lâche rien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je vais aussi vous parler de Tucker, pour qui je m'inquiète de ce qui lui arrive. Mais d'abord, je voudrais passer la parole à nos sponsors. Avant tout, nous avons Monorail, car je suis sûre que vous en avez assez d'investir l'argent que vous avez gagné dans des entreprises qui détestent ce que vous représentez. Des entreprises qui se moquent de votre foi, sapent vos familles et piétinent les libertés fondatrices de notre pays. Si vous êtes d'accord, découvrez Monorail, l'application d'investissement américaine. Ce n'est pas juste un outil de Wall Street. Monorail a été créé par des Américains. Il est temps de laisser nos valeurs guider notre façon d'investir et d'épargner. Avec le portefeuille Patriot de Monorail, vous pouvez retirer votre argent des entreprises mondialistes et le placer dans des sociétés partageant vos valeurs. Que vous soyez novice ou expérimenté, Monorail vous aide à investir comme un pro. Il propose IRA, trading d'actions, épargne automatique et un service client aux États-Unis. Si vous investissez selon vos valeurs, cette application est pour vous. Ouvrez un compte aujourd'hui et laissez... Leur équipe d'experts peut constituer un portefeuille dont vous serez fier. Téléchargez Monorail, disponible sur l'App Store, Google Play ou visitez monorail.com pour en savoir plus. Investissez avec conviction, sans compromis. C'est monorail.com. Je vous rappelle aussi Just Thrive, car le plus grand secret de santé dont on ne parle pas, c'est que tout commence dans votre intestin. Chaque jour, votre intestin lutte contre aliments transformés, stress, toxines. S'il va mal, tout le corps le ressent. La plupart des probiotiques ne marchent pas. 99% des marques meurent dans l'acide de l'estomac avant d'atteindre l'intestin. C'est ce qui rend le probiotique à base de spore Just Thrive complètement différent. Just Thrive est le seul probiotique cliniquement prouvé pour arriver 100% vivant dans votre intestin. Il fait ce qu'aucun autre probiotique ne peut. Il transforme votre intestin en usine à antioxydants, créant des composés protecteurs là où vous en avez besoin. Cela signifie une meilleure digestion, santé, immunité, plus d'énergie et une gestion du poids plus facile. Vous pouvez prendre Just Thrive en gélule ou en gomme aux fruits rouges. Just Thrive propose des compléments pour la santé intestinale, immunitaire et cérébrale basés sur la science et fiables. Pour améliorer votre santé, visitez justthrivehealth.com et économisez 20% avec le code promo Candice. Vous constaterez la différence par vous-même ou vous serez intégralement remboursé sans aucune question. Prenez le contrôle dès aujourd'hui avec Just Thrive. Encore une fois, rendez-vous sur justthrivehealth.com et utilisez le code promo Candice. Très bien, les amis, Tucker Carlson, je vais vous dire quelque chose à son sujet. C'est l'homme du moment, peut-être même l'homme des dernières années. Son départ de Fox News, légendaire. Il n'a pas l'intention d'arrêter de parler de ce qui se passe en Ukraine, de la corruption en Ukraine. Ils l'ont mis dehors. Ils lui disent « Non, tu ne peux pas t'opposer au complexe militaro-industriel. » Je ne dirais même pas qu'il s'est reconstruit. C'était comme s'il n'était jamais parti. Et oui, quand on parle du complexe militaro-industriel, inévitablement, on y revient toujours. On va finir par parler d'Israël. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il parle d'Israël sous l'angle du complexe militaro-industriel, mais il parle aussi de Jeffrey Epstein. Et maintenant, Israël se soulève contre Tucker. Il l'était déjà au cas où vous l'auriez manqué, mais il tire la sonnette d'alarme. Alors, avant toute chose, je vais vous rapporter ce qu'il a dit. Je vais vous montrer ce qu'il a dit. Il prenait la parole à Turning Point USA, leur conférence annuelle qui se tient à Tampa, en Floride. Et voici ce qu'il a dit. Et la foule, c'est-à-dire les jeunes étudiants. À venir, j'ai adoré. Écoutez. Et je pense que la vraie réponse est que Jeffrey Epstein travaillait pour Intel Service, probablement pas pour une entreprise américaine. Et nous avons parfaitement le droit de demander pour le compte de qui il travaillait. Comment un type passe-t-il d'enseignant de mathématiques à la Dalton School à la fin des années 70, sans diplôme universitaire, à propriétaire de plusieurs avions, d'une île privée et de la plus grande résidence de Manhattan? D'où venait tout cet argent? Et personne n'a jamais élucidé ce mystère parce que personne n'a jamais essayé. Et de plus, il est extrêmement évident pour quiconque observe que cet homme avait des liens directs avec un gouvernement étranger.
Or, personne n'a le droit de dire que ce gouvernement étranger est Israël, parce que nous avons été, d'une certaine manière, intimidés à penser que c'est mal. Il n'y a rien de mal à dire cela. Il n'y a rien de haineux à dire cela. Il n'y a rien d'antisémite à dire cela. Il n'y a même rien d'anti-israélien à dire cela. J'ai passé pratiquement toute ma vie à Washington, où j'ai connu et aimé de nombreuses personnes, dont une personne très proche qui travaillait à la CIA. Cela ne m'a jamais empêché de dire que je pense que la CIA a fait des choses horribles. A assassiné un tas de gens, a participé à l'assassinat d'un président américain en exercice. Président. Elle traîne derrière elle tout un cortège de crimes. Cela ne fait pas de moi un Américain déloyal. Cela ne fait pas de moi anti-américain. Je suis né ici, ma famille y est depuis longtemps. J'aime ce pays. C'est pour ça que je vis ici. Donc, critiquer le comportement d'une agence gouvernementale ne fait pas de vous un haineux. Cela fait de vous une personne libre. Cela fait de vous un citoyen. Vous avez le droit de faire cela parce que vous n'êtes pas un esclave. Vous êtes un citoyen. D'accord, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire ici. Tout d'abord, il n'y a que Tucker sur cette scène. Je ne me vois pas là-bas. Et pourtant, vous allez voir que dans la réponse à cela, mon nom est de nouveau mentionné. Il est désormais très clair que Tucker et moi sommes sur la liste d'Israël. Nous l'avons vu avec l'opération Mocking Pastor. Chaque pasteur s'est soudainement senti inspiré à s'en prendre à Candace et Tucker, comme si nous travaillions ensemble. Nous ne travaillons pas ensemble. Je n'ai pas participé à une émission depuis des années, mais ils constatent que nous sommes trop efficaces pour sensibiliser les gens à la question israélienne. Nous avons beaucoup de questions sur Israël. Tucker prononce donc ce discours. Tucker est en vogue. Candace est enrôlée de force. Charlie Kirk dirige désormais Turning Point USA. J'ai travaillé pour Turning Point USA. Amakai Chikli, d'accord, c'est son nom. Il est le ministre de la Vérité, comme je l'appelle, le bras de propagande d'Israël, qui décide d'écrire une lettre ouverte à Charlie Kirk à ce sujet. Je ne vais pas lire toute cette lettre, mais je vais vous la montrer. C'est sur Twitter. Il l'a publiée. Incroyablement, même s'il va me mentionner dedans, il me bloque. Donc, je ne peux pas répondre parce qu'il s'apprête à mentir. Vous devriez avoir compris maintenant que pour soutenir Israël, il faut être vraiment à l'aise avec le fait de mentir effrontément. Vous ne ressentez rien quand vous mentez. Il me met même entre guillemets, donc il prétend que c'est une citation directe que j'ai écrite. Il commence en disant « Tu sais, Charlie, comme beaucoup d'autres, j'ai suivi ton parcours remarquable de loin. J'ai regardé le discours de Tucker Carlson à ta conférence, ton débat avec Megyn Kelly, et je dois admettre que j'ai été rempli de tristesse. Je ne sais pas si Jeffrey Epstein était un agent de renseignement pour une quelconque agence. Eh bien, tu devrais, parce que tu en es clairement un. J'aimerais certainement le savoir. En particulier, j'aimerais comprendre son lien avec le genre de personnes qui ont cherché à vendre la terre d'Israël aux Palestiniens, des gens comme l'ancien premier ministre israélien, Ehud Barak, blablabla. Il continue. Le message transmis lors de votre conférence avec Tucker Carlson comme intervenant principal, juste quelques jours après son interview servile avec le régime terroriste iranien, était on ne peut plus clair. Israël était derrière Epstein. Le public a applaudi. Tout le monde semblait satisfait. Surtout les Qataris et leur chaîne de propagande djihadiste, Al Jazeera. Au fait, il serait fascinant de découvrir la profondeur et la nature de leurs liens avec des influenceurs comme Tucker Carlson et d'autres. Bon, c'est parti. On va lancer la diffamation contre le Qatar. C'est bien de faire ça. On saute là-dedans. Il dit « Nous voyons Candace Owens affirmer publiquement que, je cite, les Israéliens savaient à l'avance pour le 11 septembre et n'ont pas prévenu les États-Unis. Et, je cite, les Israéliens ont tué JFK. Que, je cite, les Juifs ont commis un holocauste contre les chrétiens encore pire que celui d'Hitler. Et ça, je veux dire littéralement que les Juifs ont commis un holocauste contre les chrétiens pire que celui d'Hitler. Ce ne sont pas des citations directes. Et que, je cite, Mengele n'a jamais pratiqué d'expérience horrible à Auschwitz. Il met juste ça entre guillemets. Il doit me bloquer parce qu'il invente tout simplement, comme si personne ne m'avait jamais entendu dire ça. Mengele n'a jamais pratiqué d'expérience horrible à Auschwitz. Personne ne m'a jamais entendu dire que les Juifs ont commis un holocauste contre les chrétiens. Mais il fait ça parce qu'il doit, en quelque sorte, s'adresser au public et donner l'impression que, bien sûr, ils doivent constamment exploiter l'émotion autour de l'Holocauste. Ces gens sont au-dessus de tout reproche. Kansas est là-haut en train de dire toutes ces choses. Et en plus, il se peut qu'elles soient financées par le Qatar. Il ment.
Et encore une fois, pourquoi est-ce que je suis même impliquée là-dedans? Je n'étais pas à cette conférence. Je n'ai pas pris la parole sur scène avec Tucker. Encore une fois, Opération Candidat Tucker, vous commencez à voir cela. Mais ça devient encore plus effrayant parce qu'ils sont en train de perdre la guerre de la propagande. Ils savent qu'ils sont en train de perdre la guerre de la propagande. Et Amichai le sait, car il m'a en fait mentionné, moi et Tucker, dans la même phrase il y a quelque temps lorsqu'il s'adressait au Jérusalem Post, et il a dit qu'il voulait commencer à contrôler la conversation sur les réseaux sociaux pour combattre, je cite, l'antisémitisme. C'est son travail de combattre l'anti et de combattre l'antisémitisme, ce qui est un code pour censurer la parole des Américains. C'est ça. Son travail est de censurer la parole des Américains parce qu'il commence à réaliser qu'Israël pose problème. C'est un fait. Mais ce qui devient inquiétant, c'est qu'en perdant cette guerre, ils deviennent désespérés. Et l'ancien premier ministre d'Israël a maintenant tweeté contre Tucker Carlson. D'accord, ce qui veut dire qu'il tire à nouveau la sonnette d'alarme. Panique. Nous ne pouvons plus contrôler l'état d'esprit des Américains. L'Amérique, c'est la puissance militaire, et nous devons stopper l'influence de personnes comme Tucker Carlson. Je suis Naftali Bennett, l'ancien premier ministre. Si j'écris ce tweet, je peux probablement faire taire les gens. Maintenant, je descends pour parler de Tucker Carlson. Ancien premier ministre, c'est fou, non? D'un pays étranger. Il écrit ça sur Twitter, sur X. Il écrit en tant qu'ancien premier ministre israélien avec le Mossad qui me rendait directement compte, je vous affirme avec une certitude de 100%. L'accusation selon laquelle Jeffrey Epstein aurait travaillé d'une manière ou d'une autre pour Israël ou le Mossad en dirigeant un réseau de chantage est catégoriquement et totalement fausse. La conduite d'Epstein, qu'elle soit criminelle ou simplement méprisable, n'a strictement rien à voir avec le Mossad ou l'État d'Israël. Epstein n'a jamais travaillé pour le Mossad. Cette accusation est un mensonge colporté par des personnalités en vue sur Internet comme Tucker Carlson, qui prétendent savoir des choses qu'ils ignorent en réalité. Ils inventent simplement des choses et les affirment avec assurance. Et ces mensonges persistent parce qu'il s'agit d'Israël. Il y a une vague féroce de calomnies et de mensonges contre mon pays et mon peuple, et nous n'allons tout simplement plus l'accepter. Oh, d'abord, qu'est-ce que tu veux dire par « nous n'allons plus l'accepter » ? C'est une menace à peine voilée venant d'Israël, parce que quand vous voulez que quelque chose se produise, vous le faites arriver. Vous avez beaucoup de chance. Vous savez, vous voulez la guerre avec l'Afghanistan, le Moyen-Orient, et les tours s'effondrent. Vous savez, vous ne voulez pas qu'AIPAC s'enregistre comme agent étranger auprès de la FARA, et soudainement un président se fait tirer dessus dans un véhicule en mouvement à Dallas. Je n'aime pas votre chance, c'est tout ce que je dirais à propos d'Israël. Donc, quand vous dites « nous n'allons plus l'accepter » et que vous êtes un premier ministre qui s'en prend à un journaliste en Amérique, ça ne donne pas l'effet que vous pensez, Israël. Tucker répond. Il dit ceci. Il dit, je cite, « Vous n'allez tout simplement plus l'accepter ». Au lieu de lancer des menaces sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas vous asseoir pour une interview rationnelle sur les liens de Jeffrey Epstein avec le gouvernement israélien? Nous allons contacter votre bureau ce matin. Maintenant, je vais deviner qu'il ne va pas mordre à l'hameçon sur ce point. Parce que, encore une fois, l'une des choses que l'on réalise, c'est que pour soutenir Israël, il faut vraiment être à l'aise de mentir tout le temps, vraiment tout le temps. Et Naftali Bennett, au cas où ce nom ne vous serait pas familier, eh bien, avant de devenir Premier ministre, il s'est fait prendre. Ou, pour être précis, il n'a pas vraiment été pris sur le fait, mais il discutait de la façon dont il mettait en place une cellule de personnes. Je ne plaisante pas. Ce type que vous venez de voir tweeter cela à Tucker mettait en place une cellule de personnes en Israël pour éditer Wikipédia afin de contrôler les informations que les gens lisaient sur Wikipédia, pour s'assurer qu'elles penchaient légèrement en faveur du soutien à Israël en tant qu'État, à la cause sioniste. C'est Naftali. L'ancien premier ministre, avant qu'il ne le devienne, à la télévision en Israël, discutant de la façon dont ils infiltraient Wikipédia. Écoutez bien. Moed Yasha, en collaboration avec MyIsraël, a organisé une journée de formation pour les éditeurs de Wiki. Le but de cette journée est d'apprendre aux gens à éditer sur Wikipédia, qui est aujourd'hui la première source d'information au monde. À titre d'exemple, si quelqu'un recherche la flottille de Gaza, nous voulons être présents. Nous voulons être ceux qui influencent ce qui est écrit là, comment c'est écrit, et nous assurer que c'est équilibré et de nature sioniste.
Ils veulent que la nature de Wikipédia soit sioniste. Oui, donc ils étaient en train de nous former dès le début de tout cela. Ils ont compris et ont toujours compris qu'il s'agit d'une guerre de l'information. C'est la raison pour laquelle leurs journalistes écrivent frénétiquement à propos de Tucker. La guerre de l'information, c'est la raison pour laquelle ils ont ces pasteurs qui parlent de Tucker Carlson, Candace Owens et Camrys Owens. C'est ça. Tucker, Candace Owens, c'est pour ça qu'ils ont ces influenceurs sur TikTok. Tucker, qu'est-il arrivé à Tucker Carlson et Candace Owens? Ils ont des décennies d'avance sur nous en matière de contrôle de l'information présente sur le web. D'accord. C'est la raison pour laquelle certaines de ces organisations, des rédactions entières comme le New York Post, ont simplement un parti pris pro-israélien. Ils ne peuvent tout simplement rien écrire de négatif sur Israël. Ils n'y arrivent tout simplement pas. Israël pourrait tuer des enfants en plein jour, comme ils le font, et ils ne peuvent pas vous en parler. Bibi Netanyahou pourrait littéralement faire face à des procès concernant les liens de son administration avec le Qatar, et ces gens-là n'en parleront pas, mais ils essaieront de salir Tucker Carlson et Candace Owens en les liant au Qatar. Alors que j'ai dit 1000 fois publiquement que je n'ai jamais pris un seul dollar du Qatar, je n'ai même jamais eu de rendez-vous à ce sujet. Oubliez même l'idée d'accepter de l'argent. Je n'ai même jamais parlé à un responsable qatari. Je n'y suis pas opposé. Mais je ne fais pas ça. Ils mentent et on les autorise à mentir, à faire du montage, à mettre des guillemets là où vous n'en avez pas mis. Ils salissent et diffament, c'est leur métier. Et vous n'avez pas besoin de faire ça si vous dites la vérité, d'accord? Vous n'avez pas besoin de salir, de diffamer, d'inventer de fausses citations et de bloquer des gens pour pouvoir publier ces citations, parce que vous dites la vérité. Donc je vais dire, Tucker Carlson, tu sais probablement, écoute, les gens disent la même chose de moi. Mais je serais très inquiet si Nathalie Bennett, qui a essentiellement monté une cellule d'information sur Wikipédia, sortait publiquement pour dire au monde que ce que tu dis est faux. C'est en fait probablement la preuve la plus solide à ce jour que ce que tu dis est bel et bien vrai. Et ils paniquent parce qu'ils perdent de plus en plus le contrôle de l'information. Et Epstein est au cœur de tout cela, c'est pourquoi nous n'allons pas laisser tomber cette histoire. Très bien, les gars, je veux d'abord avoir quelques-uns de vos commentaires. Je veux vous parler de Pure Talk, car si vous êtes chez Verizon, AT&T ou T-Mobile, vous payez trop pour votre forfait mobile. Vous payez des boutiques physiques où vous n'allez jamais. Vous payez des avantages inutiles dont vous ne vous servez jamais. Vous payez une prime pour ce que vous pensez être un service 5G supérieur. Ce n'est pas le cas, je peux vous l'assurer. Pure Talk utilise le même réseau 5G sur les mêmes antennes 5G. La différence, c'est qu'il ne vous facture pas ces choses inutiles. Pure Talk offre appels, SMS illimités et beaucoup de données pour seulement 25 $ par mois. C'est moins de la moitié du prix des grands opérateurs, surtout à une époque où économiser compte vraiment. Je suis client chez Pure Talk, j'ai fait le changement. Vous pouvez même garder votre téléphone et votre numéro. Allez sur puretalk.com/Owens et économisez 50% supplémentaires sur votre premier mois. Vous pouvez passer chez Pure Talk en moins de 10 minutes. C'est puretalk.com/Owens pour passer à Pure Talk, un service sans fil par des Américains pour des Américains. Je vous parle aussi de 7 Weeks Coffee parce que si vous buvez du café, autant faire une bonne action en même temps. C'est la société de café Pro-Vie d'Amérique qui a pour mission de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Et ils viennent d'atteindre un cap incroyable. Plus d'1 million de dollars ont été donnés au mouvement Pro-Vie. Pourquoi s'appelle-t-il 7 Weeks? À cette semaine, un bébé a la taille d'un grain de café. On peut déjà détecter un battement de cœur à l'échographie. C'est pourquoi ils donnent 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse dans les 50 États, offrant des échographies vitales, des ressources pour les mamans dans le besoin et un espoir réel pour les familles. Et tout a commencé avec une idée toute simple. Utilisez votre café du matin pour défendre la vie. 7 Weeks Coffee, c'est plus qu'un café au goût exceptionnel. Il est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre et pauvre en acidité. Il est issu de l'agriculture biologique. Il coche toutes les cases. Rendez-vous sur 7weekscoffee.com. Économisez 15% à vie en vous abonnant et recevez un cadeau gratuit. Pour mes auditeurs, utilisez le code Candice à la caisse pour 10% de réduction supplémentaire sur votre première commande. Cela fait 25% d'économie sur votre première commande, plus un cadeau gratuit. Votre commande aidera directement à soutenir un réseau de plus de 1000 organisations Pro-Vie à travers les États-Unis. Alors rendez-vous sur 7weekscoffee.com et utilisez le code promo Candice dès aujourd'hui. Très bien, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, nous sommes 63 000 à regarder en direct.
Pendant que vous êtes là, merci de vous abonner à cette chaîne. Tant que nous sommes encore là, nous avons Irma de Santiago. Elle écrit « Je n'ai jamais cru qu'Epstein était mort. Le procureur général Barr ne lui a-t-il pas rendu visite avant qu'il ne se suicide? Je suis là pour que vous abordiez ce sujet, ainsi que l'affaire Iran-Contra, si vous le souhaitez. » Oui, je le souhaite, et je ne le savais pas. Pouvez-vous vérifier ce fait rapidement en régie, s'il vous plaît? Le procureur général Barr lui a-t-il rendu visite avant qu'il ne se suicide? Ce serait vraiment incroyable. Je ne peux pas accepter ça, Irma. Je ne peux pas l'accepter. Ça, Michelle Miller écrit « Chaque fois que je me sens dépassée par tout ça, je me dis simplement que je suis tellement fière de faire partie des petites gens. J'aime ma vie humble. Je suis une bonne personne. J'ai foi que tout ce mal sera révélé au grand jour. Oh, et foi, car la vérité éclate en ce moment même. » Natalia Bennett ne parle pas de Tucker Carlson, un journaliste en Amérique, parce que tu sais, le mal agit dans l'ombre. Si le mal est dans l'ombre, ils ne disent rien. Tout le monde en parle, non, ils ne peuvent pas contrôler ça. Peu importe le nombre de journalistes, peu importe le nombre de pasteurs, ils n'y arrivent pas. Le public, même en envoyant le président Trump, ils ne peuvent pas contrôler la réaction. Ils ne peuvent pas contrôler la demande. Ils ne peuvent pas ralentir l'éveil qui est en train de se produire. Tania écrit « Je n'aime pas être la théoricienne du complot, mais soit il a été tué, soit il est encore en vie. Epstein est devenu une idée et nous devons être unis pour cela. Je suis totalement d'accord avec toi. Et voici ce que je vais dire. New York surtout, je peux tout à fait imaginer un système de tunnel pour le faire sortir d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que je n'accepte pas le récit qui nous a été présenté. Donc, je garde l'esprit ouvert. Parce que la réponse que nous recevons de l'État, les mensonges et le gaslighting indiquent qu'ils cachent quelque chose de gros. C'est ce que je dirais. Tania écrit « Je n'aime pas… » Enfin, AP écrit « Trump n'est pas dans les dossiers, mais il protège une personne ou des personnes de son entourage qui y figurent. Il s'est brouillé avec Epstein en 2004, l'a banni de Mar-a-Lago en 2007 pour avoir dragué une jeune fille de 17 ans. Il n'y figure pas. J'ai tendance à être d'accord avec toi, Trump. Personnellement, je ne pense pas que Trump soit impliqué dans les dossiers d'une manière sexuelle. C'est ce que je dirais. Je pense en revanche qu'il pourrait protéger des personnes de son entourage ou qu'il est terrifié pour sa vie parce qu'Israël dirige le gouvernement par le chantage. Et oui, ça doit forcément être l'une de ces options. Blue Jeans écrit « Tu es la voix du peuple. Canada, restez en sécurité et ne les laissez jamais vous faire taire. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment, et j'apprécie vous tous et tout votre soutien. » BCO écrit « Sondage, mort ou vivant. » N'oublions pas que Bondi finance le Qatar à travers sa société. C'est de la trahison. Il protège des noms de famille et d'autres pays. On dirait que notre gouvernement a oublié les articles de la Confédération et le Sherman Act. Tu as tout à fait raison à ce sujet. Et oui, Pam Bondi est enregistrée sous le FARA. Donc oui, prenez ça comme vous voulez. C'est assez ironique qu'ils accusent tout le monde d'être financé par le Qatar et qu'ils omettent un peu le fait que les liens que des personnes comme Bibi Netanyahu, Pam Bondi et l'État d'Israël entretiennent, qui font énormément d'affaires avec le Qatar, que ce soit dans l'immobilier, le commerce de diamants, etc. Faire semblant que le Qatar est intouchable, cela nécessite une ignorance américaine. Il faut vraiment ignorer tout ce qu'Israël fait et tout le travail qu'ils accomplissent avec le Qatar pour penser que, d'une manière ou d'une autre, si un journaliste américain était financé par le Qatar, cela représenterait un conflit d'intérêts. Parce que ce n'est certainement pas le cas, cela ne représente pas un conflit d'intérêts pour les gens en Israël de travailler avec eux. D écrit « Tout le monde en parle. Le Mossad et Israël, mais personne ne parle jamais du roi. Je ne pense pas que les Britanniques aient jamais oublié les fugitifs. Eux aussi aimeraient voir notre chute. » Je pense qu'il existe probablement des liens en général entre Israël et de nombreux pays. Je pense qu'un réseau de chantage ne va probablement pas être quelque chose qu'ils mettent en place uniquement en Amérique. Vous voulez avoir du pouvoir, vous êtes un tout petit pays, il n'y a aucune raison pour que vous connaissiez autant de succès militaires dans cette région sans soutien. Pourquoi les gens sont-ils obligés de soutenir Israël? Parce qu'ils y sont littéralement contraints? Non, ils y sont contraints à cause du chantage. Ils reçoivent la quantité de financement qu'ils obtiennent. Nous détournons le regard lorsqu'ils commettent des crimes. Ils ont, l'USS Liberty, le fait que ces gars soient encore en vie et racontent ce qui leur est arrivé ce jour-là et qu'on les manipule et les traite d'antisémites, ils ont survécu. Si vous n'avez pas vu mon épisode sur l'USS Liberty, c'est absolument à voir. C'est bouleversant.
mais c'est vraiment à voir pour comprendre ce qu'Israël a pu faire depuis que LBJ est devenu président. Bref, le Cananéen écrit « Aujourd'hui, il y a une manifestation dans la dernière ville entièrement chrétienne de Palestine, la ville de Thébé. Oui, nous en avons parlé et j'ai partagé cela sur mon ex. Les chefs de toutes les grandes églises manifestent aujourd'hui parce qu'ils ont été expulsés de leur maison depuis le 7 octobre. Oui, ils prennent encore plus de terres. C'est ce que fait Israël. Ils prennent simplement des terres. Ils envoient leurs colons radicaux là-bas. Ils brûlent les cultures. Ils tuent les animaux pour s'assurer que les gens, ils rendent les choses invivables. Et ensuite, ils prennent simplement la terre. Ils ne paient rien. Ils disent « Cette terre est à nous parce que nous le disons et que nous sommes les élus. » Élus pourquoi? Par qui? Ce serait ma question, d'accord? Ce sont des démons qui font ça, pas des gens bien, pour être clair. Au cas où ce n'était pas clair sur ma position à ce sujet. Juste une note du producteur, ils ont écrit que Barr n'a pas rendu visite à Epstein. Donc ce n'est pas vrai. Le New York Post en a parlé, disant qu'il l'avait fait, puis ils ont rétracté l'article. C'est étrange, surtout venant du New York Post. Tu veux chercher ça? Tu as dit que tu avais l'article de Newsweek? La visite n'a pas eu lieu. L'affirmation vient d'un article du New York Post qui a été en partie rétracté, dans lequel un informateur de la mafia, Louis Kosman, a suggéré que Barr avait rendu visite à Epstein en prison à peu près au moment où Epstein a été retrouvé dans sa cellule avec des ecchymoses autour du cou. Kosman a dit que le procureur général ne rend jamais visite aux prisons. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Wow, c'est intéressant. D'accord, je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Je vais simplement te le lire tel quel. Oui, l'histoire a été reprise par d'autres médias avec des titres concluant de façon plus explicite ce que le Post avait rapporté. Cependant, comme l'a noté plus tard le Post, il n'y avait aucune preuve pour étayer l'affirmation de Kosman. Donc, en gros, c'est simplement contesté. Ils ne peuvent pas dire que cela n'est pas arrivé. Ils disent juste que c'est contesté. C'est tout. Le New York Post a supprimé la référence à Barr et j'imagine qu'ils ignorent maintenant l'informateur de la mafia, Louis Kosman. Très intéressant. Pourquoi cet homme dirait-il cela? Pensait-il s'en tirer après avoir menti sur le procureur général? Qui sait? De toute façon, nous avons vérifié ces informations en direct pour que vous puissiez le constater. Bon, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Pour soutenir mon travail de journalisme indépendant, rendez-vous sur CandiceOwens.com. Pendant que vous y êtes, vous pouvez précommander mon livre. Vous pouvez acheter un T-shirt, vous pouvez acheter une casquette, vous pouvez vous abonner et regarder A Shot in the Dark, un contenu fantastique pour les futurs parents et ceux qui le sont déjà, afin d'en apprendre davantage sur l'ensemble du calendrier vaccinal de l'enfance, car Big Pharma est toxique et nous ment sur l'histoire. Cela semble être un thème récurrent dans l'émission « On nous ment sur l'histoire ». On dirait bien, oui, que tout cela n'est qu'un grand spectacle. C'est ce que je répéterai encore et encore. Bref, les amis, on se retrouve demain.